Laurence, je suis prêt pour hisser la grand voile. Allez, c'est parti. On est bien là? C'est parfait, là. Voilà. Parfait, c'est bon. Wouhou! C'est beau ça. J'ai l'impression d'être un marin. À bientôt, hein. Bonjour et bienvenue sous le soleil de la Méditerranée pour vos nouvelles échappées belles. Je suis très heureux de vous accueillir sur ce bateau. On est actuellement en direction de l'île de Porquerolles et c'est le point de départ de mon voyage puisqu'aujourd'hui on va explorer la Méditerranée d'île en île. Alors sur notre route il y a des noms qui font rêver. Porquerolles bien sûr, Porquerolles, mais aussi le Levant, les Reims ou les Ambiers. Des petites îles qui abritent des paysages parmi les plus spectaculaires de notre pays, mais aussi une faune et une flore unique et fragile. Et puis sur ces petits bouts de terre, des hommes et des femmes ont choisi de vivre un peu à l'écart des bruits de la ville tout en restant connectés à notre monde. Et c'est eux qui vont m'ouvrir les portes, me révéler les secrets de ces petits paradis auxquels ils sont très attachés. Alors parez pour l'aventure Moussaillon, c'est parti! Quoi de mieux qu'une île pour rêver? Ismaël Khalifa fait le plein de soleil dans les îles de la Méditerranée. En Méditerranée, on a la chance d'avoir énormément de petites îles qui se succèdent. Elles sont toutes uniques et différentes par leur végétation, leur histoire, leur activité. C'est des petits mondes. Waouh! Tu vois, ça c'est le top ça. Mâche-la bien par contre. L'esprit des îles lui donne des ailes. On va essayer de se frayer un petit passage entre les bateaux, parce qu'effectivement, c'est un coin qui est pas mal prisé des touristes. J'ai l'impression d'être dans un livre d'aventure pour enfants là, tu sais. Une échappée entre terre et mer. Si je vois pas la mer pendant une semaine, je suis pas malade, mais presque. C'est notre jardin. Notre but, c'est d'avoir la plus grande biodiversité possible. Donc on crée toutes les conditions pour que chaque espèce puisse venir sur le site et trouver des conditions qui leur conviennent. Pour élever son esprit, Bon bah moi je suis ravi de vous rencontrer frère Marie, parce que je voulais vraiment vivre une retraite spirituelle pendant ce voyage dans la Méditerranée et l'endroit est vraiment propice pour ça. et goûter au plaisir terrestre. Et tu sais, pour moi, l'île du Levant, c'est surtout un haut lieu du naturisme. On va voir comment ça se passe, quoi. Les langoustes de Méditerranée, c'est les meilleurs au monde. Peut-être que je suis un peu chauvin. Alors, c'est la distribution des téléphones. Ils ont le droit pendant 1h30 pour appeler leurs parents, normalement. Merveilleux, hein? Ah, écoute, c'est un cadeau de la vie, ce moment. Bienvenue en Méditerranée, messieurs, dames. Bonjour Peggy. Salut Ismaël, ça va? Oui, et toi? T'as fait une belle traversée? On fait comment comme ça? Comme ça? Ça s'est bien passé cette traversée? Eh ben écoute, super bien. J'étais avec Laurence, une skipper d'ici. Et, Sur un voilier? Oui, tout à fait. Toi, tu travailles pour le parc national, c'est ça? De Porquerolles, C'est ça. Je suis agent technique de l'environnement, mais plus communément appelé garde-moniteur. Dans les parcs nationaux, les gardes sont des gardes-moniteurs. Voilà, depuis 11 ans bientôt. Et combien est-ce qu'il y a d'habitants à l'année sur Porquerolles alors? On est environ 250. Je suis vraiment curieux de voir quel est le mode de vie de gens comme vous qui faites le choix de venir sur des petits territoires comme ça. Enfin, c'est un peu fascinant quand même. Il y a quand même un art de vivre, le mot est trop fort, mais une manière de vivre sur une île, c'est vraiment assez particulier. Et je vais essayer de te faire visiter l'endroit où je vis, l'endroit où je travaille, les deux en même temps. Voilà. Bon bah j'ai hâte de découvrir ça en tout cas. Tu sais faire du vélo, Ismaël? Si t'as des petites roulettes derrière, ça Je m'arrange. les ai enlevées. Bon, d'accord. Bah ce sera un grand test. Tiens, prends celui-là. Ah, il est joli. Allez, c'est parti. C'est bon, ça va? Ça va, ça va. Je change de vitesse. Déjà? Regarde-moi ça. Ah, comme c'est joli. C'est l'église Sainte-Anne, patronne de l'île. Cette église, dans le passé, était un dispensaire militaire. Et ici, là, tu vois, c'est la place d'armes. Les militaires faisaient leur revue sur cette place qui fait 100 mètres par 100 mètres. C'est la définition d'une place d'armes. Tout s'articule autour de cette place.
En tout cas, tu vois, pour le début de mon voyage, les oliviers, les cigales, le vélo sur les petits chemins de l'île, c'est pas mal. C'est une plongée directement dans ce à quoi je m'attendais. Ah, c'est sympa cette petite balade. Attends, c'est pas fini, hein. T'es fatigué? Non, tout va bien. Dis donc, t'as un bon pas, Peggy. Hein. Ouais, bah allez. À l'uniforme, ça en impose quand même. Ah, attention, hein. Et malgré le fait que tu sois ici depuis 11 ans, tu aimes toujours autant te promener dans les sentiers ici? Bah oui. Il y a des forêts de pins. T'as des décors à la fois bretons, à la fois les Seychelles. C'est plein de paysages différents, Porquerolles. Et moi, c'est pour ça, en fait, que je m'en lasse pas, tu vois. Attention, regarde-moi ça. Oh là là! Hop, changement de paysage, bienvenue sur la Lune. La Lune avec la mer. Alors ça, c'est totalement inattendu. Ça te plaît? Ah ouais, beaucoup. Tu sens là le côté aride, hostile dans les pieds là? Ah oui, c'est très minéral. C'est minéral d'un seul coup. Il faut rentrer dans l'île, prendre les petits sentiers comme on a pris. On peut pas se perdre, on est sur une île. Ne pas hésiter à rentrer. Ouais, c'est ici qu'on ressent l'âme de Porquerolles. Voilà. Regarde. Viens voir, Ismaël. Waouh! Ces îles sont alignées. On dit les stockades, mais c'est aussi les îles d'or. Parce que ces 3 îles et îlots sont faits en micaschiste. Et le micaschiste, c'est une pierre, tu vois, qui brille au soleil. J'ai entendu dire avant de venir ici qu'il y avait un problème de surfréquentation touristique à Porquerolles. C'est quelque chose que tu ressens, que tu vis au quotidien? Que je vis au quotidien parce que c'est l'été. La majeure partie de mon travail, c'est de la surveillance. Cigarettes, bivouac, barbecue. En fait, on a très peur de l'incendie ici parce qu'on est sur une île. On monte à des journées à plus de 10 000 personnes. Ah oui, pour 250 habitants à l'année. Voilà, donc c'est assez difficile à vivre pour nous et puis pour la nature parce qu'on n'est pas fait pour recevoir autant de personnes. Ah, attention, voilà Richard Virenque. Ah, ça te fait rire, hein? Oui, ça me fait rire. Ah, t'as gagné la course. Ah bah oui, trop facile. Wow. C'est très mignon chez toi. Bah oui, on est bien installés. La Méditerranée française compte une 50aine d'îles, dont une poignée seulement est habitée. Entre ces bouts de terre émergés, les marins règnent en maître. Chaque matin, Antoine est l'un des premiers à quitter le port de Bandol. C'est les meilleurs moments. L'été, il y a énormément de plaisanciers. Mais le matin, bonheur, il n'y a personne. On est bien sur l'eau. À 64 ans, le pêcheur aime toujours autant sortir en mer. Pourtant, Antoine n'a pas toujours eu le pied marin. Plus jeune, je suis parti au Canada et je ne voulais pas faire la pêche, j'avais le mal de mer à l'époque. Et en revenant du Canada, bon, j'ai trouvé déjà quand même bien habité dans un pays magnifique. Je me demande pourquoi j'ai été voir ailleurs. Vous avez vu là? C'était dauphin. Et du jour au lendemain, j'avais plus le mal de mer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc j'ai fait la pêche. Antoine a hérité du bateau de son père. Depuis 40 ans, il travaille dans ce décor idyllique. C'est l'île de Bendor, juste en face. Et avec le lever du jour, il y a une jolie lumière dessus, on voit que ça. C'est joli. Il y a du poisson tout autour parce qu'il y a beaucoup de pierres autour de l'île de Bendor. Et les pierres, ce sont des oasis en mer. Il y a de la vie, il y a des langoustes, il y a du poisson. Et si vous vous écartez de la pierre, c'est le désert. Je pêche toujours au large des îles.
Bon voilà, on est arrivé. Antoine relève ses filets posés il y a quelques jours. J'espère que je vais prendre quelques langoustes et des chapons aussi. Et voilà. Il y en a une. Et les langoustes de Méditerranée, c'est les meilleurs au monde. Peut-être que je suis un peu chauvin. À une cinquantaine de kilomètres de là, Tour fondu 2,11 m pour autorisation d'accoster. Alain a lui aussi la chance d'allier plaisir et travail. Tu veux te mettre sur ce bord, c'est bon? Yes. Allez. On a un super bureau. Déjà, ça n'a pas de prix. On est toujours au grand air. Aujourd'hui, avec le soleil, une petite brise pour rafraîchir, c'est assez agréable. Nous sommes attendus. Depuis 10 ans, il assure la navette entre le continent et les îles. Au bout de la presqu'île de Gien, Messieurs, dames, bonjour. les vacanciers attendent d'embarquer pour Porquerolles. Attention à l'ouverture automatique des portes. Vu l'affluence qu'on a, le navire qui arrive ici va faire le complément, puisqu'on est limité à 300. Pendant l'été, 10 rotations par jour mènent les touristes vers celles que l'on appelle les îles d'or. Le reste de l'année, Alain travaille surtout pour les Iliens. Toutes ces personnes, elles vivent comme les personnes du continent. Il faut qu'elles aillent faire leurs courses, où elles vont travailler aussi. On les côtoie tous les jours. Je ne veux pas dire qu'on est proche, mais c'est vrai qu'on est assez attentif. S'ils arrivent sur le quai, que le bateau s'en va, on revient les chercher. On ne va pas les laisser sur la touche quand même. Le capitaine et ses collègues font la traversée par tous les temps, ou presque. Ces navettes sont indispensables au maintien de la vie insulaire. On ne transporte pas que des passagers, on transporte aussi les marchandises. Ça permet de ramener également les déchets. D'approvisionner les journaux aussi, pour les Iliens. C'est un petit peu la liaison entre le continent et les îles. On est le cordon ombilical. Frédéric et Marilyn ont choisi de vivre sur l'eau. Ouais, tu peux enlever les pare-balles. Amarré au port des Ambiers, le couple propose des croisières à la carte à bord de son voilier. Ce jour-là, ils forment leurs jeunes stagiaires aux techniques de voile. Alors on va monter à grand voile. Allez, on va se faire une grosse partie à la pogne, d'accord? Et l'autre partie, on finit à la manivelle. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Quand on quitte la terre, on devient marin dès qu'on est en mer. Et c'est quand même de quitter la terre, c'est quitter aussi le bruit de la terre, c'est quitter pas mal de choses. Et la voile permet ça pour moi. Frédéric a laissé derrière lui une carrière dans l'événementiel pour renouer avec sa passion de jeunesse, la navigation. D'île en île, on arrive à trouver vraiment des coins qui sont splendides et encore protégés. En Méditerranée, on a la chance d'avoir énormément de petites îles qui se succèdent. Elles sont toutes uniques et différentes par leur végétation, leur histoire, leur activité. C'est aussi un lieu de Robinsonade où on peut s'isoler et vivre des aventures particulières. C'est des petits mondes. Le trio approche de l'île du Grand Rouveau, connue pour son phare et ses eaux limpides. C'est bon? Parfait. Hop. Et voilà. Frédéric et Marilyn ont trouvé ici leur coin de paradis. Elle est bonne? Oh, mais là, c'est le top, là. Ils entendent bien faire découvrir à d'autres le bonheur de naviguer entre ces îles.
Bonjour, bonjour. Coucou Ismaël, ça va? Bah ça va très bien. Salut ma grande. T'es allé courir? Oui. Bonjour Ismaël. Ça? À la plage d'Argent. Ah. Salut Marcus, ça va? Ouais, très bien, et toi? Ouais, t'as dormi? Ouais, super. Et tu t'appelles comment, ma grande? Joséphine. Joséphine, enchantée. Vous avez un garçon, c'est ça? Oui, il est déjà parti à l'école. Ah bah oui, il part à quelle heure alors? 7h. Donc les enfants ici prennent le bateau à 7h pour aller vers hier, c'est ça? C'est ça. Et toi aujourd'hui, t'as pas école alors, Joséphine? Non. Ah, t'as de la chance. Ouais. Mais t'aurais dû te lever à 10h, il est super tôt là. Mon frère a fait trop de bruit. Ah bah voilà. Les grands frères, c'est ça. Tu veux du thé, du café? Je vais vous prendre un peu de thé, ouais, je veux bien. Et tes copines, elles te posent des questions à l'école sur la façon dont tu vis ici? La plupart sur le collège, elles sont étonnées que j'habite là-bas. Oh, tu vis à Porquerolles, c'est comment? Tu prends le bateau tous les matins? Ils sont tout le temps, les profs et tout, hyper étonnés. Mais ça fascine alors que c'est juste à côté. Mais t'as beau être juste à côté, tu n'es pas dans le même monde. C'est le côté insulaire qui est un peu mystique. De partout, les îles, elles fascinent. Et qu'est-ce qu'on va faire alors aujourd'hui? Eh ben écoute, on a quand même une météo qui est super bien, on n'a pas de vent, on a un beau soleil, une belle lumière. Ça serait intéressant d'aller se faire une petite plongée dans quelques mètres. On va pas plonger très profond, mais on va se balader un peu sur de la Posidonie pour qu'on puisse découvrir un peu cette plante. Donc c'est la fameuse forêt sous-marine, l'Amazonie de la Méditerranée. Voilà, c'est ça, l'Amazonie de la Méditerranée. Génial. C'est la fameuse Amazonie de la Eh ben, Méditerranée. allez, on prend des forces et on y va. Hein. Allez. Ouais. Attention à la vague. Et là, tu aperçois le fort du Petit Langoustier. Et c'est là où on va plonger? Tout à fait. On va plonger au pied du fort. Est-ce que des fois la météo est un peu dure ici? Est-ce que tu as des tempêtes? Oui, complètement. Ça arrive parfois l'hiver que le bateau de 7 heures ne passe pas. Donc les enfants vont pas à l'école. Comme à la montagne, quand il neige sur les routes et que les routes sont bloquées, ici, c'est la météo qui nous guide aussi et qui nous dit stop. Et donc les enfants ne peuvent pas traverser. J'imagine qu'ils doivent être super contents, non? Ah, ils rentrent à la maison tout contents. On n'a pas traversé, et donc pas d'école. Donc pour eux, c'est exceptionnel, tu vois. Dans leur école varoise, il n'y a pas d'intempéries. Il n'y a pas un enfant qui ne va pas à l'école pour cause d'intempéries, sauf les Porquerolais. T'as vu ce fort là, comme il est attaqué par les embruns, on voit bien la différence entre le vent dominant, qui a rongé tout le ravalement, et l'autre côté qui est plus à l'abri du vent. On voit vraiment qu'on est en prise avec les éléments ici. Hein. Ah oui. On est bien, c'est génial. C'est une île dans une île. On est sur l'île du Petit Langoustier, un tout petit caillou qui n'est pas relié à Porquerolles. Et donc, on est encore sur un autre petit paradis avec un autre point de vue. J'ai l'impression d'être dans un livre d'aventure pour enfants, là, tu sais. On accoste sur l'île déserte où il y a un vieux fort abandonné. Je t'ai pas montré le trésor. Peut-être qu'on va trouver un trésor. Sait-on jamais. Et en même temps, je t'ai dit vieux fort abandonné, mais il est abandonné ce fort ou pas? Il n'est pas abandonné. Il est propriété du parc national qui a fait une concession à un couple, à monsieur et madame Frilet, pour la restauration de celui-ci. D'accord. C'est sympa de les voir après la plongée. Généralement, ils sont là en début d'après-midi. Dans l'après-midi, ils viennent toujours un peu super dans leur fort bricoler. Bon, on met le détendeur déjà ou pas? On met le détendeur et on y va. Ah, elle fait son poids la bouteille là. Merveilleux, hein? Ah, écoute, c'est un cadeau de la vie ce moment. Moi, j'ai beaucoup aimé quand tu m'as montré les racines, les feuilles et
vraiment, enfin, que c'était massif, quoi. Et de voir tous ces petits poissons dedans pour se cacher, pour se nourrir aussi. Il y avait beaucoup de poissons qui mangeaient dans cette Posidonie. Enfin, il y a une forêt terrestre et une forêt sous-marine. C'est évident quand tu es là-dessous. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la Posidonie, c'est une plante et pas une algue. Donc, elle a une vie qui varie en fonction des saisons. Au printemps, elle va faire des fleurs. Après, ces fleurs vont se transformer en feuilles vertes. Et puis après, à l'automne, ces feuilles vertes vont mourir. Elles vont être marron et elles vont se détacher. Et on va les retrouver au sol. Et ça va faire une banquette de Posidonie sur les plages. Et cette banquette de Posidonie sur les plages, elle est très importante. Elle protège de l'érosion. Sans elle, il n'y aurait plus de plage. C'est la vie. La Posidonie, c'est la vie. Et il faut la protéger. Absolument. Ouais, merci de m'avoir donné les clés pour comprendre les secrets de cette île. Eh ben, écoute, avec plaisir. Et puis dès que tu es en forme, on peut y retourner quand tu veux. Eh ben, allez, go. Allez, go. On prend les bouteilles. Non, sinon, on peut se sécher, aller voir les propriétaires du fort. On va aller voir s'ils sont là. Ok, ça marche. Super. Bonjour Edith. Bonjour Marc. Bonjour, salut Marcus. Oui, ça va. Ça va, super. Je vous présente Ismaël. Bonjour Ismaël. Bonjour Ismaël. Enchanté, ravi de vous rencontrer. Alors vous, qu'est-ce que vous faites concrètement ici? C'est votre résidence secondaire, enfin? Ah non, c'est surtout pas une résidence secondaire. En fait, on s'est mariés ici il y a 48 ans. On ne regrette pas. On regrette pas. Et quand il y a eu cet appel d'offres national pour restaurer le fort du Petit Langoustier, on s'est dit, tentons, on va bien voir si on est accepté. Et finalement, on a été accepté à l'unanimité. Ce qui nous intéressait, c'est d'avoir un programme qui soit autre que simplement une restauration d'un lieu qui après ne serve pas. L'idée, ça a été d'en faire un lieu qui devienne progressivement un lieu où on teste des techniques en matière d'énergie, en matière d'eau, en matière de déchets, etc. Des techniques qui, tout intégrées, puissent aboutir à ce qu'il y ait un bâtiment qui soit autonome, en site propre, et qui ait besoin de rien sauf du soleil, de la mer, du vent. Donc on essaie d'en faire un petit laboratoire au niveau du développement durable, et c'est ça qui nous également nous challenge, et on s'aperçoit qu'autour de nous, chaque fois qu'on avance dans cette direction, eh bien, on a des gens toujours qui s'agrègent pour proposer plus de choses. Elle vous regarde avec les yeux de l'amour quand vous racontez tout ça, Edith. Hein. Oui. Ouais. 48 ans après. Ah oui. Je suis... Bah oui, voilà. Mais je rencontre que des amoureux, moi, ici. Hein. C'est idyllique, Porquerolles. Ça n'est pas tout à fait une île, mais ce n'est déjà plus le continent. Face aux îles d'hier, la presqu'île de Gien est le point le plus au sud de la Provence. Dominant cette langue de terre, le village de Gien semble tourner vers la mer. Patrice a passé toute sa vie ici. Ici, il y a un très joli panorama qui va jusqu'à Porquerolles et l'île de Ribot au premier plan. Il s'est toujours senti une âme d'insulaire. Gien a toujours vécu comme une île, c'est-à-dire qu'on est entouré par la mer. Alors nous, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de prendre le bateau pour aller sur le continent, mais l'hiver, il n'y a plus qu'une seule route et encore par mauvais temps, elle peut être coupée par les inondations. Pour sa promenade quotidienne, Patrice emprunte le sentier du littoral. Un chemin de randonnée qui offre de splendides panoramas. Là, on arrive au port du Niel, ce qui veut dire le nid. C'est une petite crique avec un petit port. Chaque matin, sa balade se termine dans ce petit port à l'ambiance authentique. Tous les pêcheurs, les bateaux arrivent vers entre 8h et 9h, 9h30, et ils vendent directement le poisson sur les bateaux. C'est un des rares endroits où ça se fait encore. Il y en a d'autres, chapeau? Salut les hommes. Ça roule? Salut. J'ai pas Michel. Il n'est pas là, Michel? Patrice est très lié à la mer. Avec ses amis, il restaure de vieux bateaux méditerranéens. À la moindre occasion, ces passionnés de navigation s'offrent une sortie entre les îles. Le village de Gien qui est perché, là on voit bien, c'est comme si c'était sur une île. Hein. On a la mer, la forêt et le village. C'est encore sauvage. Si je ne vois pas la mer pendant une semaine, je ne suis pas malade, mais presque. On a toujours été là. C'est notre jardin.
Il est beau, hein, il est grand, mais c'est notre jardin. Gien aurait pu être une île si ce n'était ce qu'on appelle ce double tombolo. 2 cordons de sable qui la relient au continent. Une formation géologique rarissime dans le monde. Marc, comme tous les habitants ici, connaît la légende qui entoure la naissance de la presqu'île. Il était une fois un roi qui avait 4 filles qui se baignaient au large du rivage de Hyères. Et tout d'un coup, des barbares arrivent en bateau et le roi, voyant ses filles condamnées, préfère les fossiliser et les transforme en îles. Les 3 plus éloignés du rivage devinrent Porquerolles, Porquerolles et le Levant. La 4e, plus près du rivage, dans un élan désespéré, a tendu ses bras vers son père et est devenue la presqu'île de Gien. Sinon, il y a une explication un peu plus scientifique. Pendant des centaines d'années dans la mer, les fleuves côtiers du continent ont déversé leurs sédiments. Accumulés sur les hauts fonds, ils ont créé les 2 tombolos. Ces 2 bras de terre emprisonnent une grande masse d'eau, un salin de 550 hectares. Aujourd'hui, il n'y a plus de production de sel, mais c'est un site à la biodiversité exceptionnelle. Marc est responsable de sa préservation. Et en termes de comptage, ça donnait quoi hier? C'est 5000 piafs hier, on peut compter. Ouais. Marc travaille avec les ornithologues qui assurent le suivi des 300 espèces d'oiseaux qui trouvent refuge ici, notamment les flamants roses. C'est un peu l'espèce emblématique du site. Et ils viennent un peu de tous horizons, donc de la Camargue où ils nichent actuellement, ou bien d'autres pays, donc de l'Espagne, d'Italie, de Sardaigne. Il y en a pas mal qui vont rester ici pour passer l'hiver, d'autres qui font juste une courte étape pour repartir vers d'autres sites. Cette mosaïque des temps n'est pas uniforme. Marc et ses collègues gèrent la hauteur d'eau et le taux de salinité de chaque bassin afin d'attirer différentes espèces. Notre but, c'est d'avoir la plus grande biodiversité possible. Donc on crée toutes les conditions pour que chaque espèce puisse venir sur le site et trouver des conditions qui leur conviennent. Bon, Mathis, on va commencer à compter. Donc tu as 2 bécassos variables, les chasses blanches, pas de connaître là, ça va très bien. On bénéficie d'un écrin extraordinaire avec ce double tombolo, donc c'est une rareté géologique, c'est une chance pour nous en termes d'environnement, une chance pour les oiseaux, et puis c'est un cadre de vie qui est juste fabuleux. À l'image de ses sœurs, au large, la presqu'île de Gien fait partie des rares espèces du pourtour méditerranéen où la nature est préservée. La lumière au petit matin comme ça, c'est assez magique quand même. Ah, carrément. Hein. Bonjour messieurs, Parc national, police de l'environnement. Vous êtes dans une zone soumise à réglementation pour la pêche. Êtes-vous titulaire du droit d'antériorité? Ok, donnez-moi votre nom s'il vous plaît. C'est bon. Amusez-vous bien. Soyez prudents. Merci. On vous retrouve sur le voilier pour la dégustation. Hein. Ouais. Voilà. Bon, on sera là. Mais Guy, tous les matins, tu pars faire une tournée de surveillance comme celle-ci? Pas tous les matins, mais très régulièrement en fonction de la météo et du travail à faire, oui. L'objectif, c'est de voir si la réglementation qui a été mise en place autour de Porquerolles, dans le cœur de Parc national, est bien appliquée. Mais là, ça se passe plutôt bien, non? Oui. Avec les gens? Oui, bien sûr. Quelquefois, ça peut être un peu piquant, mais bon, on fait notre travail. Hein. Ah oui, c'est sûr. En règle générale, les gens voient ça plutôt d'une manière positive. Tous reconnaissent que de toute manière, c'est pour le bien de nous tous. Donc là, en visu, on a une bouée de chasseurs sous-marins, mais il faut qu'on aille vérifier. Parce que la chasse sous-marine est interdite ici? Elle est réglementée. Elle est réglementée. Ouais. Et interdite si la personne n'a pas son autorisation. Bonjour. Parc national, police de l'environnement. Êtes-vous titulaire de l'autorisation pour pêcher ici? Monsieur Robin. Robin. Robin Desbois.
Robin. Merci, monsieur Robin. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Ces petites îles, elles sont très importantes pour les oiseaux qui ont besoin de terre pour nicher et qui vivent en mer. Parce que Ils ont besoin d'isolement surtout Oui. et de quiétude, les oiseaux, pour nicher. S'ils sont dérangés, ils ne vont pas pouvoir se reproduire correctement. Donc ces petites émergences où les oiseaux trouvent de la quiétude sont vraiment prioritaires et importantes. Bon, bah, je te remercie beaucoup, hein, Peggy, en tout cas. Bah, de rien. Je repars d'ici en étant vraiment convaincu et en espérant que vous arriviez vraiment à préserver ce petit joyau qui est soumis à la surfréquentation, mais C'est ça. qui a encore énormément de beauté à offrir et vous saurez préserver cette beauté tous ensemble, quoi. Bon, tu vois Ismaël, je voulais pas que tu finisses quand même ton périple sur les îles d'Or sans passer par Porquerolles, quoi. À mon sens, c'est la perle, c'est l'écrin des îles d'Or. C'est vrai qu'à peine en arrivant là, je me suis dit, mais quel paysage fantastique. Ça a l'air beaucoup plus sauvage que Porquerolles. Ah oui, c'est beaucoup plus sauvage. Pourquoi? Parce que c'est plus éloigné du continent. Là, on est dans le vrai parc marin du parc national et le premier parc marin qui a été créé. Et puis, on a une quinzaine d'habitants qui vivent à l'année, qui sont là pour préserver un peu le site. Les agents du parc national qui sont là aussi pour préserver le site. Et puis, peu de place au port malgré tout, donc une petite capacité d'accueil qui fait que on garde ce petit écrin pour nous. Ah bah, tu le vends très bien. Yeah, Johan, ça va? Salut Marcus, ça va? T'as la forme? Alors? Ouais. J'arrive de Porquerolles. Exactement. Salut Johan, Ismaël. Salut, Ismaël. Enchanté. Ça va? Ouais, ça va très très bien. Bon. Bon, c'est dur de pas aller bien quand on arrive ici quand même, hein. Ouais, non, c'est sûr, faut être difficile. Et ton rôle exact ici, c'est quoi alors? Alors, c'est garde moniteur des parcs nationaux. Donc, garde moniteur, c'est le côté garde, c'est le côté surveillance, police de l'environnement, voilà. Et le côté moniteur, c'est le côté éducation de l'environnement, suivi de la faune, de la flore, un peu les yeux de la nature. On n'est pas des scientifiques, mais on apporte de la connaissance pour des scientifiques, pour étudier des espèces, choses comme ça. Bon, tu viens nous emmener un peu en balade? Ouais. Hein? Vous avez bonnes écoute, chaussures, moi, je te c'est suis, bon hein. Marcus, Bah, écoute, Ismaël, ça a l'air pas mal. Vous avez de l'eau? Parce qu'il va faire chaud quand même. Ouais, c'est vrai que ça tape là, hein. Ok. Bah, c'est bon, on a nos petites gourdes. Bon, pas de allez, soucis. Roux, on est parti. Ah, et ça, c'est le cimetière de l'île alors? Oui, c'est le cimetière marin. Donc tu vois, à l'époque, il y avait vue sur mer, parce que la végétation était plus basse. Donc là, il y avait l'ancien village ici, donc il y avait des maisons autour. Bon là, c'est un peu poussé. C'est l'effet réserve, ça. C'est l'effet réserve, voilà. Et là, bon, il y a le couple, Madame Henry et Monsieur Henry, donc ceux qui ont donné l'île à l'État pour que ça devienne un parc national notamment. Il faut savoir que Monsieur Henry, c'est aussi un spécialiste des insectes, il aimait les araignées, donc c'est vraiment un botaniste. Donc voilà, c'est vraiment des amoureux de la nature. Et il y a une autre famille, la famille Desmarais, qui a aussi racheté une partie de l'île. Et du coup, c'est vraiment la volonté de deux femmes d'avoir protégé l'île. Ça, tu connais? Le romarin. Donc toutes les plantes qu'on va retrouver ici, c'est le cortège des espèces méditerranéennes, qui résistent à la chaleur, parce qu'ici ça tape. Et là, on a une plante qui est assez rigolote. C'est celle-là, et je vais t'inviter à la sentir. Tiens, on n'arrache pas, on touche et tu sens tes doigts. Et c'est quoi alors cette plante? Alors c'est une herbe à chat, c'est une germandrée. L'odeur est très particulière. Les chats, ça les rend dingues en fait. Ça, ils se roulent dedans, ça les excite, c'est un peu... ça les un peu les... Voilà. Et celle-là, tu vois, Marcus, tu la retrouveras pas à Porquerolles, ça va. Non, non, il n'y en a pas. Waouh, quelle vue! Ça vous plaît? Ouais, carrément. Je vois pas comment ça pourrait ne pas nous plaire, faudrait être difficile quand même, hein. Et là, avec le Mistral, ça, vraiment, le paysage est très ouvert. Bon, on a une très belle visibilité. Ouais. C'est génial de terminer cette visite de Porquerolles par cette vue parce que je trouve qu'on voit bien tout le chemin parcouru de Porquerolles jusqu'ici. Ah oui, complètement.
notre petite progression, ouais, c'est un beau point de vue pour finir. C'est fou le pouvoir de déconnexion qu'ont ces petites îles. Ah, le temps s'arrête, hein. Le temps s'arrête. T'as plus de repères, t'as plus de pollution sonore, cette espèce de bruit de fond que tu as régulièrement sur le continent. Là, tu ne l'as plus. Donc, du coup, inconsciemment, tu rentres dans une espèce de plénitude et ça te permet d'apprécier pleinement les lieux. Et effectivement, on est déconnecté du monde. À 1 km seulement du continent, l'île des Ambiers attire 3000 visiteurs par jour en haute saison. Pour que les visiteurs profitent de leurs vacances dans ce décor paradisiaque, en coulisses, une armée de petites mains s'active dès le lever du jour. Avec le premier bateau de la journée, débarquent vivres et fournitures. Direction le principal lieu de stockage de l'île, déjà en effervescence. Bonjour, on fait le point sur la livraison. Vous avez combien de palettes 5 palettes. Une entreprise unique gère les Ambiers. Combien t'as de cartons sur le fer de pochette? Lydia est en charge de l'approvisionnement, elle doit avoir un œil sur tout. On reçoit l'ensemble des produits ici, à l'Economa. Donc tout type de produits, aussi bien fruits et légumes, viande, poisson. Tout passe par nous en fait. Voilà. Donc c'est important de tout vérifier parce qu'ensuite les points de vente doivent avoir leurs marchandises conformes. Et s'il y a des ruptures ou des problèmes, charge à nous d'appeler le fournisseur et puis de faire en sorte qu'il nous relivre rapidement, quoi, hein. Une fois les livraisons vérifiées, Florian doit les distribuer à l'hôtel et à la dizaine de restaurants de l'île. C'est vrai qu'on est attendu tout le temps par, par tous les points de vente, tous les restaurants. Florian sait que cette boulangerie ne va pas désemplir de la journée. C'est un gros point de vente. Tout ce que je leur amène aujourd'hui, ça ne représente qu'à peu près qu'une seule journée du mois d'août. Et donc il faut le réapprovisionner en général 2-3 fois par jour. À 9 h, Alice, elle, commence sa surveillance du port. Le matin, c'est toujours très calme. Il y a encore peu de personnes qui sont éveillées, même la mer est toute plate dans le port. C'est paisible. Bonjour. Le port, qui compte 750 anneaux, affiche complet. Certains plaisanciers y ont une place à l'année. D'autres y viennent le temps d'une escale pour découvrir l'île ou se mettre à l'abri quand le Mistral se lève. Alice se démène pour accueillir tout le monde. Je regarde une place disponible, notamment pour essayer de relever le numéro et pour voir si elle correspond bien avec le listing que j'ai. Il faut réussir à trouver une place pour tous les bateaux qui ont réservé, pour ceux qui arrivent à l'improviste. Il y a un côté humain parce qu'on est tout le temps en contact de plaisanciers, donc c'est compliqué de leur dire non, on n'a pas de place, allez voir ailleurs, donc il faut toujours essayer de trouver une petite place, même quand il n'y en a pas, et des fois ça peut être un petit peu sportif. Même en période de forte affluence, le port des Ambiers reste l'un des plus propres de toute la côte méditerranéenne. Patrick, le directeur, y veille toute l'année. Un technicien vient chaque semaine effectuer des prélèvements pour vérifier la qualité de l'eau. Ça, c'est les résultats de la semaine dernière. Ouais. C'est bon, il n'y a pas de souci. Merci. Et dès qu'il le peut... Bonjour, vous arrivez de où? De Carrier-Rouet. Le directeur du port prêche la bonne parole aux nouveaux arrivants. Donc ça, ce sont les sacs cabas pour le tri. Le petit fascicule sur la posidonie. Vous savez que c'est une espèce protégée. L'environnement est au cœur de ses préoccupations. Voilà, bonne journée. Je suis arrivé il y a une vingtaine d'années. Bonjour. La chose que j'ai vue en tout premier, c'est la nature. Ici, vous avez le port, les constructions autour, et tout le reste, c'est la nature. Donc, c'est la première chose qui vous frappe, et vous avez envie de la protéger.
Ce qui me tient tout particulièrement à cœur, c'est que c'est mon lieu de travail et que c'est quand même magnifique de travailler dans un endroit pareil. Pour accueillir les vacanciers en quête de dépaysement, 300 saisonniers sont recrutés chaque été. C'est le cas de Julia. Allez, on me dit que vous prenez du champagne. Alors, champagne rosé, c'est pour vous? Allez, tenez. La jeune barmaid en est à sa 4e saison sur les Ambiers. Hop, vous avez des petites choses à grignoter. Et voilà, dégustez bien. De rien. Comme un tiers des employés, Julia est logée sur l'île pendant l'été. T'es prête? Yep. T'as pris ta bouteille d'eau? Oui, j'ai pris ma bouteille d'eau. Allez. Après le service, les saisonniers se retrouvent souvent entre eux pour se détendre. Je vais prendre une boule mangue. Et toi, tu veux quoi? En tant qu'ancienne, Julia fait office de guide pour son collègue, venu travailler ici pour la première fois. Du coup, tu nous emmènes à quelle plage? Je pense qu'on va aller aux plages, tu sais, autour du Canoubier, là-bas. On va traverser un petit peu les vignes. Après, t'as la Pinède. Et en fait, t'arrives sur des petites criques. Après un quart d'heure de marche, c'est la récompense. Les eaux cristallines d'une des nombreuses criques de l'île. Aller se baigner entre deux services, je trouve que c'est vraiment, à la limite, un privilège parce que les eaux, elles sont belles, il y a la plage à côté, on a juste à mettre le maillot de bain, à descendre du travail, après on remonte. Je trouve que vraiment, on repart de plus belle pour la soirée, en fait. Comme beaucoup d'autres saisonniers, Julia espère bien rempiler la saison prochaine. Frère Marie? Oui. Bonjour. Bonjour. Ismaël, enchanté. Frère Marie. Bon, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais ça m'a bien aidé à vous trouver quand même. Hein. Oui, voilà. Donc vous vivez dans l'abbaye de Lérins, qui est là. Voilà, c'est ça. Donc l'abbaye de Lérins, fondée au début du 5e siècle. Là, vous voyez le clocher. Alors je vis ici, oui, il y a plein de temps. Voilà, dans notre règle de vie, on s'engage dans une communauté, avec une communauté dans un lieu. C'est vrai qu'on a beaucoup le souci d'entretenir cette île et de la préserver, surtout, je dirais, dans cette idée de développement durable, de préservation de l'écosystème, des différents biotopes qu'il y a sur l'île. Est-ce que vous voulez que je vous aide? Avec plaisir. Allez. Voilà, c'est le raisin de table. C'est la variété cardinale, donc c'est le premier qui mûrit. C'est l'activité principale de l'abbaye, de produire du vin? Alors, vin et olivier, ce sont nos deux cultures pour essayer d'en vivre un peu. Et ce vin, vous le vendez dans la région? Alors, ce vin, on le vend soit sur place, sur certaines tables aussi de restaurants. D'accord. Et à l'export. Ah, ça part aussi à l'étranger? Ça part à l'étranger, ouais. Principalement au Japon. Bon, moi, je suis ravi de vous rencontrer, frère Marie, Oui. parce que je voulais vraiment vivre une retraite spirituelle pendant ce voyage dans la Méditerranée. Et l'endroit est vraiment propice pour ça. Très bien, je suis heureux de vous en faire profiter. Et je vais vous montrer votre lieu où vous allez séjourner pendant ces quelques temps. Merci. Voilà, donc là, nous voici dans le cloître, le cœur de l'abbaye. C'est le lieu d'habitation permanent de la communauté, des frères. Voilà, donc de ce côté-là, vous avez les cellules, les fameuses cellules, où les frères ont leur lieu individuel. Et ça fait combien de temps qu'il y a des moines installés ici? La vie monastique a commencé sur cette île, la fondation, en 405.
avec Honora et son groupe de moines. Voilà. Et puis après, depuis 16 siècles, ça a évolué suivant les aléas de l'histoire. Waouh, quel bel endroit. Oui, c'est un endroit magnifique. Magique. Donc là, nous sommes dans le cloître 11e, 12e siècle. Voilà, ceux qui restent dans l'ancienne abbaye. Alors autant moi, frère Marie, je suis habillé comme au 21e siècle, mais vous, je trouve qu'avec la tenue, vous vous fondez vraiment bien dans le décor. Hein. Elle vient d'où cette tenue? Alors ça, c'est la tenue significative des cisterciens. Hein. Les bénédictins sont habillés tout en noir. Voilà. Et les cisterciens, donc, c'est plutôt un mouvement de réforme qui va vers plus de vie fraternelle, plus de simplicité et de pauvreté aussi. Et en fait, le blanc, c'était un signe de pauvreté. Et donc, les cisterciens s'habillaient en laine écrue, non teinte, parce que ça coûtait moins cher. Et voici le lieu. Merci. Où vous allez loger le temps de votre petite retraite. Ah, c'est très rudimentaire, hein? Ah, c'est rudimentaire, c'est simple, c'est juste fonctionnel en fait. C'est un vieux bâtiment, 19e, hein, qui a été réaménagé justement en hôtellerie monastique, mais il n'y a pas de clim. D'accord. Alors vous n'avez pas le chance de... Ça va être une expérience intense alors. Alors vous pouvez ouvrir les fenêtres, il y a juste l'inconvénient des moustiques, mais ça... Ah, bon bah ça va alors, voilà, s'il fait très chaud et qu'il y a des moustiques, ça va être génial. Exactement. Bon bah ok. Eh bien allez, je vous suis. Allons-y. Pose mon petit sac. Allez, allons. Alors ici, c'est le potager, voilà, donc tout en permaculture. Donc c'est un processus de culture qui est très respectueux de la terre et c'est bien sûr tout complètement biologique. Et que font les hommes qu'on voit là-bas, frère Marie? Alors là, ce sont les frères qui s'arrêtent au milieu du travail en matinée pour ce qu'on appelle la prière de tierce. Tierce, c'est la 3e heure solaire, donc ça tombe vers 10h moins le quart le matin. Donc voilà, les moines s'arrêtent et prient sur place, sur le lieu du travail. Donc ça dure. Je vous présente Romain. Salut Romain. Bonjour. Enchanté Ismaël. Qui est en charge de toute la gestion du patrimoine naturel sur l'île. Voilà, en fait, le potager était déjà en place lors de mon arrivée. Et moi, mon objectif, c'est d'apporter avec des connaissances que j'ai acquises au cours de ma formation, des choses beaucoup plus actualisées qui pouvaient être mises en place. On est en permaculture, donc l'objectif, c'est de copier au mieux ce qui se passe dans la nature. Et voilà, et d'aider les frères à atteindre l'autonomie alimentaire, en tout cas au niveau de la partie légumes. Dieu notre Père, tu nous as relevés par l'abaissement de ton Fils. Fais-nous demeurer toujours en ta présence. Amen. Bon appétit. C'est très bizarre de servir les gens sans parler. Hein. Ah oui, c'est une expérience. Merci. Merci. Mais les gens viennent pour ça. Donc quand on vient faire une retraite ici, on vient chercher une expérience proche de celle des moines. Enfin, exactement. On mange dans le silence. L'accueil est conçu pour essayer de faire partager aux autres au maximum ce que nous vivons, pour qu'ils rentrent aussi dans cette expérience.
À 15 minutes de bateau de Cannes et de sa croisette, un havre de paix et de verdure, l'île Sainte-Marguerite. Les Cannois l'appellent la forêt sur l'eau, 2 km² d'une dense végétation. Les touristes y viennent à la journée, profiter des criques et de l'ombre des arbres. Vincent, lui, est un habitué. Naturaliste et photographe, il arpente la forêt depuis 40 ans avec le même enthousiasme. Donc là, je prends un lichen en macrophotographie sur l'écorce d'un pin. Il est magnifique, il est jaune, fluo. Cette forêt abrite des centaines d'espèces végétales et animales. Au fil des années, Vincent y a pris des milliers de photos. Il en connaît les moindres recoins. Alors cet arbre me parle effectivement dans le sens où déjà c'est un survivant. C'est un arbre qui essaie d'aller vers la lumière et n'a pas réussi dans une première phase. Donc il s'est adapté, il a ployé pour aller vers cette lumière qui est sa source de vie. Il a plus de 150 ans et il offre une résistance énorme. Il faut qu'il fasse monter sa sève avec beaucoup plus de difficultés par rapport à d'autres arbres qui poussent verticalement. C'est une île qui offre une grande diversité botanique d'arbres, mais aussi de buissons et de flore. Et tout ça étant lié à un fait naturel, c'est-à-dire que l'humidité atmosphérique autour de l'île permet une croissance plus forte des arbres que sur le continent à quelques kilomètres. Et donc on a ici des arbres qui vont jusqu'à 32 mètres de hauteur sur une île dont le sol est excessivement pauvre, peu profond, etc. Sur la côte d'Azur, l'île Sainte-Marguerite est l'un des rares endroits épargnés par le béton. Ici, pas d'hôtel, les touristes repartent avec le dernier bateau. Et seuls ces anges gardiens ont le droit d'y séjourner. Éric, le garde forestier, vit ici toute l'année. La forêt de Sainte-Marguerite demande une surveillance constante. Alors, là, je regarde s'il n'y a pas des arbres qui sont en train de mourir à cause des scolites, justement. Et, parce qu'on a eu des attaques sur cette plantation qui est là, il y a 2 ans. Il tente de lutter contre les insectes ravageurs qui ont déjà abîmé nombre d'eucalyptus centenaires. Cet arbre-là était encore vivant il y a 2 ans. Et en une année, toutes les larves sous l'écorce ont mangé toute la partie vitale de l'arbre et s'est desséché en un an à peine. Éric relève les pièges posés il y a quelques jours pour vérifier la présence ou non de scolites, des insectes qui pourraient s'en prendre aux pins d'Alep et autres chênes verts. Des espèces présentes sur l'île depuis longtemps. Certains scolites sont très petits, donc ils font moins de 1 mm. Et donc on ne peut pas les identifier à l'œil nu, quoi. Ces prélèvements seront examinés en laboratoire. Éric est déterminé à protéger ce joyau naturel. Cette marguerite, c'est le fleuron de la baie de Cannes, la plus prisée par ses plages, par son milieu forestier et naturel. Dedans, on a des espèces qui sont endémiques et remarquables, voire uniques dans le sud de la France. L'incendie reste la menace principale. Un risque qui augmente avec la hausse de la fréquentation. 2 sapeurs-pompiers sont basés en permanence sur Sainte-Marguerite et des renforts viennent en été. Aujourd'hui, ils répètent un exercice d'autoprotection sous les ordres de Jean-Michel, le lieutenant. Sous l'effet de la sécheresse et du vent, un feu pourrait rapidement se propager sur l'île. Vu la densité du massif forestier et la dangerosité du lieu, on est obligé de s'adapter et de faire face à un risque qu'on a identifié. On voit cette bulle d'eau qui est créée autour des véhicules et qui met nos engins et nos hommes surtout en sécurité. La meilleure défense contre les incendies reste la prévention. Chaque jour, les pompiers patrouillent sur l'île. Il est évident que le facteur humain est un facteur de risque supplémentaire dans l'éclosion d'un incendie, qui soit volontaire ou non. On jette un mégot de cigarette par mégarde, on allume un barbecue là où il ne faut pas. Et nous montrer permet, on l'espère, d'éviter un nombre de ces comportements-là.
Bonjour les enfants, bonjour messieurs, dames. Vous avez passé une bonne journée, je vois votre mine radieuse. Jean-Michel profite de ces moments pour échanger avec les vacanciers et partager son amour de Sainte-Marguerite. Et t'as vu ces grands arbres? T'as vu comme ils sont magnifiques? Tout à l'heure, on avait une cigale. Ah, tu as vu? Et des cigales. Oui. Nous sommes très attachés à cette île. Enfant, déjà, on prenait le bateau, on venait aux îles. C'est quelque chose d'extraordinaire pour les canoës. Et on la défend d'autant mieux parce qu'on y est encore plus attaché. Fragile et unique, la forêt de l'île Sainte-Marguerite peut compter sur de nombreux passionnés pour la protéger. Bonjour frère Marc. Bien dormi. Ça va pas te réveiller les gens à cette heure-ci, il est 4 h du matin? C'est l'heure de prier. Ah oui. Bon. Bah, je vais pas y aller comme ça, je m'habille et j'arrive. À tout de suite. À toi revienne honneur et adoration de toute la création et pour tous les temps. Père, Fils et Saint-Esprit, amis des hommes pour les siècles des siècles. C'est un beau décor pour commencer la journée. C'est magnifique, c'est à cette heure-là. Je m'attendais pas à vivre une telle expérience spirituelle en venant visiter ces îles. Il y a quelque chose de magique de se lever à 4 h du matin quand tout le monde dort, de retrouver les moines dans l'église. Oui, c'est vrai qu'on se lève à 4 h du matin aussi, je dirais, pour se laisser porter en fait. Hein, parce qu'à cette heure-là, on se laisse porter par les psaumes que l'on chante, c'est très paisible en fait. Et je pense que même les gens qui ne sont pas croyants peuvent ressentir ça. On peut se retirer ici et vivre quelque chose de spirituel au fond. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce que les gens expriment. Les mots qui reviennent, c'est « Oh là là, quelle paix, la sérénité, on sent qu'il y a quelque chose, on se sent bien. » Voilà. Il y a tout un vocabulaire qui exprime, je dirais, la particularité du lieu, et puis, je dirais, finalement, cette imprégnation. Et vous avez un prénom féminin, enfin frère Marie. C'est vous qui l'avez choisi? Voilà, oui, c'est un choix. En fait, c'est le nom de religion, je dirais, c'est le nom d'un saint patron avec lequel voilà, il y a une affinité sur le chemin spirituel. Alors pour moi, oui, ça se trouve que c'est Marie, la mère de Jésus, voilà, qui a été un peu un fil rouge au début, cette figure spirituelle forte, voilà, aussi comme oui, une forme aussi de médiation finalement. Bon bah moi je vous remercie parce que pour moi vous avez été un médiateur vraiment parfait entre votre univers que sincèrement je ne connaissais pas du tout et moi pendant cette retraite. Donc vous portez bien votre nom. Très bien, j'en suis ravi. Ronan. Salut Ismaël. Salut, ça va? Bien et toi? Bah ouais. Tu veux qu'on le ramène ouais, on va le remonter un petit peu, ouais. Allez. Bon, j'ai hâte d'aller visiter l'archipel par la mer. Pour l'instant, j'ai fait l'abbaye sur cette île de Saint-Honorat, mais il y a toutes les autres à voir. Bah ouais, on a le kayak, donc on va faire ça par la mer, c'est ce qui est cool. C'est sympa de découvrir un peu plus l'archipel, effectivement, du côté un peu maritime. Bon, je t'ai vu arriver tout seul. Ça va? Tu te débrouilles pas mal C'est vrai que moi, c'est un peu mon terrain de jeu ici. J'ai grandi sur Cannes, donc je suis là depuis tout petit. Je suis inscrit au club nautique depuis que j'ai 7 ans. Bon bah écoute, faut que tu sois indulgent, je me suis levé à 4 h pour aller prier. Ah. Donc, mais bon, je suis motivé quand même. On va voir ce qu'on peut faire, je suis motivé aussi. C'est parti? Allez, c'est parti. Ce que je te propose de faire, on va se traverser entre les deux îles. D'accord. On va viser Sainte-Marguerite. Sainte-Marguerite, c'est l'île en face de nous là-bas. C'est l'île qui est pile en face de nous, exactement. Il y a beaucoup de bateaux qui viennent mouiller entre les deux îles. Alors j'allais te dire, on va essayer de se frayer un petit passage entre les bateaux, parce qu'effectivement c'est un coin qui est pas mal prisé des touristes. Disons qu'ils ont l'air confortables tous ces bateaux. Hein. Ouais, là on croise un peu tous les types de bateaux. Hein. Qu'est-ce qu'on est bien là? On est pas mal. J'aime bien ta vie, Ronan.
Et cette île de Sainte-Marguerite, Ronan, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Tu vois, par exemple, Saint-Honorat, c'est l'île aux moines. Mais celle-ci, comment est-ce que tu la caractériserais? La caractéristique de Sainte-Marguerite, c'est son fort, le fort royal. On ira le voir un petit peu plus tard. C'est un fort qui est chargé d'histoire. Je suis étonné par le couvert végétal de ces îles aussi. Ah, c'est ce que j'aime bien moi aussi sur les îles, c'est que ça fait très sauvage. C'est une forêt qui est vachement protégée. C'est strictement interdit de fumer sur les îles parce qu'en des périodes estivales comme ça, avec des fortes chaleurs, on a estimé que l'île pouvait partir en fumée en 30 minutes. Ah ouais? Ouais. Donc c'est un petit joyau assez fragile alors. C'est exactement ça. Il est vraiment magnifique ce bâtiment, Ronan. Ouais, là, ça y est, on est sous le fort, donc nous on l'appelle le fort Vauban. Oui, Vauban, c'était le fameux stratège militaire de Louis XIV qui construisait beaucoup de forteresses. C'est ça, exactement. Sous Louis XIV, ça a été reconstruit en prison d'État et donc il a accueilli de nombreux prisonniers. Et le prisonnier le plus célèbre reste donc l'homme au masque de fer. Bienvenue sur Sainte-Marguerite, du coup. Merci. Ah, c'est l'une des rares places où on a une telle vue à 180 degrés sur toute la baie qui nous entoure. Waouh! C'est assez sympa. C'est beau! Et tu sais pourquoi cette île s'appelle Sainte-Marguerite? Alors ouais, elle s'appelle Sainte-Marguerite en hommage à donc Marguerite, qui était la sœur de l'ermite Honorat. Et donc, elle a été désignée comme la sœur de l'île Saint-Honorat, donc elle porte aujourd'hui le nom de Sainte-Marguerite. Ces deux îles ont une particularité. Il y a l'île aux moines, donc, que tu as pu voir avec le monastère, et qui est centrée essentiellement sur la vie des moines. Et puis Sainte-Marguerite, qui est effectivement un peu plus axée, on va dire, sur le tourisme. Et donc, elles se ressemblent, mais elles ont aussi leur particularité bien à elles. Bon, Ismaël, ce que je te propose, du coup, c'est qu'on aille ensemble visiter la cellule du fameux homme au masque de fer. Ah, bah ouais. Ah ouais, c'est glaçant comme endroit. Voilà, on y est. La fameuse cellule. Ça fait quelque chose d'entrer ici. Hein. Ça fait pas rien, ouais, c'est vrai qu'on prend conscience de l'ampleur de cette pièce. Et puis moi surtout, j'imagine les bruits des clés dans les portes, des autres prisonniers. C'est vraiment évocateur comme lieu. Et c'était qui alors cet homme au masque de fer? Est-ce qu'on sait enfin qui c'est? Parce que pendant longtemps, il y a eu beaucoup de suppositions, mais... C'est un personnage très mystérieux. Même aujourd'hui, je pense qu'on sait pas encore, on connaît pas encore l'identité exacte de ce personnage. Il y a beaucoup de mystères autour de lui, donc est-ce qu'on saura un jour? Je sais pas. C'est le mystérieux prisonnier de Louis XIV, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Il a été emprisonné sur ordre du roi Louis XIV. Donc c'était à la fin du XVIIe siècle. Et je trouve quand même que les fenêtres sont bien renforcées, hein. Tu peux pas t'évader par là. C'est vrai qu'en voyant ça, on se dit que ça doit pas être chose aisée de passer ces 3 rangées de barreaux qui ont l'air quand même vraiment costauds, quoi. Il y a un côté théorie du complot aussi, tu sais. Tu te dis que s'il était autant protégé, en tout cas surveillé, cet homme-là, c'est que ça devait être quelqu'un d'important, ou peut-être l'homme qui en savait trop, quoi. Sûrement, pour être emprisonné ici, c'est vrai, avec autant de mesures de sécurité, plus ce fameux masque de fer, ça fait partie du mystère et de la légende. Aujourd'hui, plus de prisonniers mystérieux ni de militaires. Le fort royal de Sainte-Marguerite a désormais de nouveaux occupants. Transformé en centre d'hébergement collectif, allez, on y va. Le fort accueille depuis 50 ans de joyeuses colonies de vacances. Originaire de Cannes, la plupart de ses enfants sont déjà venus visiter l'île Sainte-Marguerite. Allez, c'est parti. Mais cette fois,
Ils ont une semaine pour profiter de ce formidable terrain de jeu. Aujourd'hui, les 7-10 ans vont découvrir la voile d'une manière bien particulière. On va faire une passe à 10, est-ce que tout le monde connaît? Après 1 heure en mer, retour sur la terre ferme. Il y a eu quelques problèmes, enfin, on est tombé dans l'eau, tout, mais c'était quand même drôle et c'était super. Oh non l'enfant! D'autres découvertes les attendent, cette fois à l'autre bout de l'île. Chaque activité est l'occasion de sensibiliser ces petits Robinsons à cet environnement exceptionnel. Regarde, c'est ça la limone. Wow! Le bord de mer regorge de trésors. Voilà, ça c'est un bigorneau. Et c'est possible que le Bernard l'ermite, quand il grandit, il peut aller prendre la place du bigorneau dans la coquille. Et plus il grandit, plus il change de coquille. Ça plaît aux animateurs et aux enfants. Et puis mine de rien, ils en voient de temps en temps quand ils vont marcher avec les parents, avec la famille. Et là, on leur montre leur milieu naturel. Et je pense que c'est important toujours de voir d'où ça vient. Et pourquoi faire attention toujours à l'environnement pour préserver toutes ces petites bestioles qui courent les rochers. Les enfants s'initient à l'observation des fonds marins et à la pêche en fabriquant leurs propres pièges. On a mis des pierres pour que ça alourdisse et que la bouteille va tout au fond de l'eau. Et puis des mangelets pour que ça l'attire et que le piège fonctionne. J'espère voir des crevettes, des petits crabes ou je sais pas, des petits poissons. Oh, on a une crevette, on dirait un zèbre, c'est chelou. Regardez là. Ah, il est beau! Ah mon Dieu! Un très beau crabe. Félicitations. Pendant leur séjour, les enfants apprennent l'autonomie. Ici, tout le monde met la main à la pâte. La colo, c'est la vie en communauté 24 heures sur 24. Les enfants sont 10 par dortoir. C'est facile à partager. On a chacune notre petit casier où on range nos affaires, nos valises. Nos dortoirs, ils sont bien. Pour certains, c'est la première fois qu'ils peuvent être loin des parents. On est sur une île aussi ici, donc c'est assez particulier. Ça leur permet aussi un petit peu de rêver, de les faciliter dans le sommeil. Après, pour certaines ou certains, ça peut être intimidant. Donc il faut les rassurer, il faut être là pour eux. À la fin de la colo, petits et grands raconteront sûrement leur séjour à Sainte-Marguerite, des étoiles plein les yeux. Faites de beaux rêves et demain on se voit en pleine forme. Salut les belles déesses. Ciao. Salut Fanny! Bonjour Ismaël. Ça va? Très bien et toi? Disons qu'il y a du vent ce matin pour arriver ici. Oui, ça souffle pas mal. C'est ce qui permet d'avoir aussi un temps pareil, le vent chasse les nuages. Mais il y a vraiment une sensation de bout du monde quand tu arrives ici. Hein. 1h30 de bateau depuis hier, on a l'impression de passer à autre chose.
Et tu sais, pour moi, l'île du Levant, c'est surtout un haut lieu du naturisme. C'est un peu ça que je suis venu découvrir ici. Bon, c'est pas très naturel pour moi, hein, je te le cache pas, parce que je me suis jamais mis tout nu sur une île. Mais voilà, on va voir comment ça se passe, quoi. Mais ça va aller, je vais te montrer. C'est vrai, bon, d'accord. Et toi alors, Fanny, qu'est-ce que tu fais sur cette île? Je crée des vêtements en couleur végétale, donc ce qui peut être assez étonnant pour une île naturiste. Et ça fait 4 ans que je suis ici au Levant. D'accord, donc quand tu dis en couleur végétale, c'est que tu fais tes couleurs avec les éléments que la nature t'offre ici. Exactement. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau ici, là, cette vue. C'est magique, hein? C'est l'avantage du Levant. De partout, on voit un peu la mer. Par contre, ça se mérite le Levant, hein. C'est resté un peu sauvage, je trouve. Il faut savoir aussi qu'au Levant, on n'a pas d'eau potable. Du coup, moi, par exemple, je suis obligée de filtrer mon eau. En fait, on a beaucoup de citernes au Levant. Et du coup, avec l'eau de la pluie, on peut arriver après à se fournir en eau. Et il y a de l'électricité quand même? Alors, on a l'électricité que depuis 1989. Ah oui. Et dis donc, il y a de l'ambiance ici, ça change avec le reste de l'île? Là, on est vraiment au cœur du village. Tu as des bars, des restaurants. Un peu plus loin aussi, tu as la mairie. Ah, il y a un maire ici? Oui, il y a un adjoint spécial. Il y a 90 habitants et on dépend de la ville de Hyères. Bonjour Michel. Coucou, salut, ça va? On peut venir te voir? Bah, bien sûr, avec plaisir. Michel, c'est l'épicier de l'île. Bonjour Michel. Bonjour. Ça va? Ça va bien? Épicier, alors t'es un des personnages centraux de l'île, c'est ça? Épicier, bazardier. Ah, bazardier, carrément. Attention. La devise de cet établissement, c'est le bazar où rien n'est rare. Waouh, la vue de folie. C'est une des plus belles vues de l'île, non? On peut dire ça, vraiment. Ah, merci Michel. Je te remercie. Je me pose avec vous 5 minutes. Bah, merci, c'est sympa. Toi, la première fois que tu es venu sur l'île, alors Michel, c'était quand? En 1980, j'avais 20 ans. C'est mon compagnon qui venait là depuis 1971 qui m'a fait découvrir cet endroit. C'était un peu compliqué l'idée pour moi parce que j'étais extrêmement pudique. Et je me demandais comment je pourrais être au milieu de gens nus. Et c'est très simple. La nudité, on s'en fait toute une histoire, mais au milieu de gens nus, c'est très très simple. C'est l'homme au milieu de la nature, partie intégrante de la nature. On fait très attention à l'eau, on fait très attention à la végétation. Là, tout ce qui est vert là, il n'y a pas un arrosage. C'est la plante endémique ou une plante qui pousse bien. On était écolo avant l'heure, quelque part. Donc il y a une démarche, remarque naturisme, ça va avec le mot, oui. Mais il y a une démarche vraiment de vivre en lien, en communion avec la nature. C'est très important, c'est la démarche fondamentale du naturisme. Alors, bienvenue dans ma boutique. Merci. Donc ici, je vais créer mes vêtements avec des matériaux naturels, en coton bio, en lin, en chanvre. Donc là, c'est une teinture avec l'eucalyptus d'ici. C'est un énorme travail. J'aimerais bien te voir faire ces teintures, moi. Oui, je peux te montrer. Ouais, ok. Donc là, c'est ton petit laboratoire, alors, en quelque sorte. Et là, ce sont les écorces que je récupère et que j'utilise pour faire la teinture. Donc ça, c'est de l'eucalyptus, alors? Voilà. Elle se décolle toute seule des arbres et tombe au sol. C'est à ce moment-là que je viens avec mon petit panier pour les récupérer.
Je vais te faire travailler. Ah bah oui, s'il te plaît. Voilà. Bien joué, moi. Il faut du coup bien mélanger D'accord. pour que les écorces s'imprègnent d'eau. Alors là, on a une demi-heure de décoction. Ouais. Le jus va s'extraire tout seul. Ça y est, c'est prêt? Donc là, la décoction est prête. On va venir déposer le tissu à l'intérieur de la cuve. Pas de teinture nue, il faut vraiment être habillé. Dès qu'on sort le tissu, on se brûle. Ah, c'est dommage, parce que moi, faire de la teinture nue, c'est Un rêve. une grande passion dans ma vie. Tu veux bien me mettre en garde. Et voilà, je peux l'ouvrir? Oui. Génial. Et le paréo, on en porte beaucoup au Levant ou... Le paréo, c'est vraiment le vêtement à avoir au Levant. Bon bah il va falloir que je t'en prenne un parce que j'en ai pas mis dans mon sac. Hein. Eh ben, je vais t'offrir celui-ci. Ah c'est vrai, bah, c'est sympa. Alors là, je voulais te montrer quelque chose. Tu vois le grillage? Ouais, les barbelés. Voilà, donc là c'est la limite de terrain militaire. Donc de ce côté-là, on est vraiment sur le domaine public. Et vraiment de l'autre côté, c'est vraiment réservé aux militaires. Donc il y a à peu près 90% de l'île qui est militaire et 10% qui est accessible au public. Mais ça c'est un mélange étonnant. D'un côté l'armée, de l'autre les naturistes. C'est quand même quelque chose de très singulier. Chacun cohabite et de temps en temps on se croise et on se dit bonjour sans problème. Alors comment tu te sens? Bah écoute, étonnamment bien. Je pensais que ça serait beaucoup plus dur de se mettre à nu. Et tu vas voir, une fois qu'on est dans l'eau, c'est juste que du bonheur. Adieu le maillot de bain qui colle. Et comme on est bien, c'est la liberté là. Fini les maillots de bain. J'oublierai pas cette île du Levant. Et n'hésite pas à revenir. C'est clair. Avant de s'intéresser à l'île des Ambiers, Paul Ricard a acquis une première île en 1950, l'île de Bandor. Bandor, l'île de rêve. Il n'y a pas si longtemps, cette île n'était qu'un rocher désert complètement abandonné. Situé face à la ville de Bandol, Paul Ricard fait de ce caillou sa villégiature. Il vient s'y ressourcer et crée sur Bandor sa petite cité idéale. François-Xavier, son petit-fils, y a passé les premiers étés de sa vie. Sur son île privée, son grand-père venait toujours accompagner. Entre la vie professionnelle et la vie privée, il n'y avait pas de frontières. Donc très vite, il a commencé à accueillir ses collaborateurs et aussi les personnalités de son époque. Et donc il a fallu construire un peu plus que quelques cabanons et ça a commencé par un restaurant. Et comme les gens venaient pour dîner, il a fallu construire un hôtel. Et c'est comme ça que les établissements ont vu le jour. Sur Bandor s'exprime une facette méconnue du célèbre alcoolier, celle d'un amoureux des arts. Son repos, c'est dans la peinture qu'il le trouve. Dans sa jeunesse, il a acquis à l'école des beaux-arts l'habitude et la joie de regarder les choses pour les mieux comprendre. Paul Ricard a peint toute sa vie. 150 de ses toiles sont exposées ici. Pour sa famille, une façon de consacrer Paul Ricard, l'artiste. Il y a la période avant l'homme d'affaires, dans les années 20. Il est étudiant, il travaille dans l'entreprise familiale. Et là, il a du temps pour peindre. Ensuite, il va voir les années-guerre. L'entreprise est arrêtée, donc là, il va trouver le temps de peindre les paysages. Et il va peindre aussi beaucoup les chevaux, les animaux, il adorait. Et ensuite, il va attendre sa retraite. Il peignait énormément les visages, il disait que ça lui permettrait de mieux connaître les personnes. Paul Ricard a ainsi croqué les siens, toutes générations confondues. Je suis là-bas, celui qui fait la grosse grimace. J'ignore ce que je devais avoir à l'esprit ce jour-là.
manifestement. Je ne devais pas être très content. Et je suis là avec mon kangourou. J'avais un doudou. L'île appartient toujours à la famille Ricard. Aujourd'hui accessible au public, elle a gardé son âme d'artiste. Durant la saison estivale, peintres, sculpteurs et artisans s'y installent. Pour avoir la chance de louer ces cabanons, ils doivent postuler. Vincent a trouvé ici une source d'inspiration. Là, c'est une vue de petit coucher de soleil de Bain d'Or. Voilà, on a des couchers de soleil assez exceptionnels sur cette île. On est à 5 minutes de Bandol, tout près. Et en fait, on est complètement dépaysé, quoi. Le temps s'arrête ici. Donc ça me permet de rentrer dans ma petite bulle et de faire mon introspection. De juillet à septembre, il vit dans son atelier aménagé en petit studio. Ça, c'est la pêche du matin. C'est 4 petites oblades pêchées fraîchement. C'est une petite retraite monacale, presque. C'est assez succinct, mais j'y trouve mon bonheur. Pour moi, c'est le vrai luxe. D'être sur la plage, prendre mon petit déjeuner le matin sur la plage. Voilà, je trouve que le luxe est là, quoi, en fait. Synonyme de liberté pour les uns, Bandor est un haut lieu du romantisme pour d'autres. Brigitte en sait quelque chose. À la tête du plus grand restaurant de l'île depuis 30 ans, elle a organisé près de 600 mariages. Il faut que tout soit en place lorsque les mariés vont arriver, c'est-à-dire 17 h. Et là, j'ai une nappe tachée, donc hop, retour au blanchisseur. Chaque mariage est différent. J'ai des mariages tellement particuliers et puis d'autres mariages plus classiques. J'aime tout ce qui est naturel parce qu'avec ce site particulier, je trouve que tout ce qui est blanc ou couleur des pierres vont très bien. J'aime beaucoup m'occuper des mariages. Cette île, c'est un petit bijou de la Méditerranée. Et pour les mariés, quoi de mieux que d'offrir un bijou à sa future femme? Je crois que Paul Ricard a dit « Quoi de mieux qu'une île pour rêver ?» Et là, lorsqu'on regarde la mer, on rêve. Le temps d'une soirée de fête, l'île de Bandor offre un cadre hors du monde, inoubliable. Jean-Christophe, tu vois, je ne m'imaginais pas aller chercher des huîtres en venant en Méditerranée. Ça, c'est une grande surprise pour moi qu'il y ait des huîtres ici. Ben écoute, déjà bienvenue ici sur notre site. Ici, en fait, on est dans la rade de Toulon. Et ici, en fait, on est vraiment dans la... Enfin, l'endroit où on est là actuellement, c'est la baie du Lazaret. Un des sites les plus petits, pas très connu, mais par contre, de la qualité, tu vas voir ce que c'est le métier. Tu viens souvent, toi, Christophe, chercher les huîtres comme ça avec l'ostréiculteur? Parce qu'on voit tout de suite quand même qui est le producteur d'huîtres et qui est le chef cuisinier. Hein. Non, je viens souvent rencontrer Jean-Christophe parce que le but c'est qu'on échange tous les deux et on vient récolter les huîtres, les moules. Et le fait de connaître un petit peu sa façon de faire, ça nous amène à d'autres réflexions. C'est prometteur ça, parce qu'après on doit aller dans le restaurant de Christophe sur l'île des Ambiers pour goûter tout ça, tu vois. Je vais vous accompagner, non? Ah bah écoute, t'es le bienvenu, hein. Avec grand plaisir. Je trouve que c'est vraiment différent de ce qu'on peut voir en Bretagne ou dans les régions de la côte atlantique.
C'est vrai que ça n'a rien à voir. Enfin, c'est la différence qu'il y a entre eux et nous, c'est que là-bas ils ont la marée, nous on n'a pas de marée. En fait, tout est suspendu en Méditerranée, que ce soit les moules ou les huîtres, tout est suspendu. En fait, c'est pour que les coquillages, on va dire, restent immergés en permanence dans l'eau. Elle est immergée, donc elle mange tout le temps, elle est brassée tout le temps, et en plus, elle a un apport en iode qui est très fort. Ah ouais, quoi. elle se noie tout le temps, donc c'est pour ça, on va dire, enfin, on gagne un temps phénoménal par rapport à ça. La différence aussi primordiale, vous voyez, c'est que tu vois, les huîtres, en fait, on les colle avec du ciment 3 par 3. C'est comme si tu leur faisais un rocher sur lequel s'agglomérer, quoi. Tout à fait. Tiens, vas-y, tu veux lever une corde? Allez, je vais t'aider. C'est parti. Je mets les gants? Allez, mets les gants là-haut, ça c'est obligatoire pour rentrer. Allez, c'est à toi de travailler alors. Oh, dis donc, qu'est-ce que c'est lourd. Impeccable. Eh ben, et t'en relèves combien des comme ça chaque jour? Et bon, mais ça c'est pas le pire, je te rassure. Ah bon? Wow. Alors c'est bon, on a trouvé notre stagiaire pour l'année prochaine. Fait combien de mètres la corde? Elles font 3 mètres ici. 3 mètres? Ouais. Ah ouais, d'accord. Allez, je lève. Allez, vas-y, point. Sans calibre, Jean-Christophe, on est sur de la 0, non? Voilà, ouais, c'est de la 0, ça va. Plus l'huître est grosse, plus le calibre est petit. C'est ça. Ok. Waouh. Tu vois, ça c'est le top, ça. Magnifique. Ça c'est beau, ça. Hein. Tu la manges entière comme ça d'un coup, non? Ou on la coupe en deux? Qu'est-ce que tu me conseilles? J'ai quand même de la mâche. Je te préviens, si on est parti sur les huîtres, on peut y rester toute la journée. Hein. Pas de soucis. Si t'as mangé tous comme ça, c'est fini. Je vais essayer de la prendre d'un coup, mais... Mâche-la bien par contre. Hein. L'huître, en fait, il faut la mâcher. Tu as une explosion de saveur en bouche. Je sais pas si tu as ressenti ça, mais... C'est une vraie expérience, parce que moi, je gobe les huîtres, et effectivement, c'est une toute autre ça, expérience, là. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Et ça, c'est le tort, tu vois, de tout le... Enfin, malheureusement, une grosse majorité des consommateurs d'huîtres, tu vois. Ils prennent, ils les gobent, tu vois, c'est ça, ça n'a aucun intérêt hein, de gober. Hein. Et là, je crois que le chef a envie d'en manger aussi. Hein. Non, mais moi, je le connais très bien, et... à toi l'honneur. Tu veux la manger ou pas celle-là, alors? Ou non? Bon, allez, je m'en fais une dernière avant qu'on parte. J'adore ça. C'est excellent. Hein? Donc bienvenue sur la chapelle des Ambiers. Eh ben, écoute, merci. J'ai lu qu'on appelait aussi cette île plus celle de Bain d'Or les îles Paul Ricard. Tout à fait. Paul Ricard avait acheté les îles dans les années 50 et il souhaitait que, voilà, ce sont des îles privées, mais que tout le monde puisse y accéder pour séjourner à la journée, en vacances, pour passer des bons moments en famille. Donc ce sont des îles privées mais ouvertes à tous, c'est ça? Exactement, tout le monde peut venir. Après vous, chef. Bon, on commence? Allez, on y va. C'est très sympa de cuisiner dans cette cuisine extérieure là. Ouais, c'est magnifique, ça donne sur le port. On a vraiment en plus de l'interaction aussi avec nos clients. On cuisine par transparence, authenticité, convivialité, on partage notre savoir-faire. Alors, Ismaël, on va travailler l'huître qu'on va pocher dans la coquille au four à bois. On récupérera le fruit et on va venir le griller dans le four à bois. Tu appelles ça le fruit, toi? Le fruit, oui. Ah, je savais pas qu'on appelait ça comme ça. On dit les fruits de mer, donc voilà. C'est le fruit de la passion de Jean-Christophe. Exactement. Ça y est, c'est bon? Alors là, elle est pré-cuite. On va venir l'arroser avec un petit peu d'huile d'olive des Baux de Provence. Et là, on va aller la griller sur la grillade du four. Et en fait, le fait de la griller, ça va apporter à l'huître un petit côté fumé. Le produit, on le dénature pas. Ça fait un peu huître au barbecue. C'est le steak de la mer, une grosse huître. On va loger un petit peu de sauce béarnaise. Un petit peu d'huile d'olive sur tout ça. Tout petit peu. Et là, on peut la déguster. Bon, Christophe, tu m'as donné un tablier, mais je t'ai pas beaucoup aidé. Par contre, pour le Si, service, tu m'as aidé. Je peux être ton commis. Tu pour m'as le service. encouragé. Regarde ça comme c'est beau. Plus qu'à se mettre à table. On aura mangé des huîtres aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, oui. Ça se mange sans fin. Là, ce côté fumé un peu qui se prête bien à l'huître. Ah là, ça met tout le monde d'accord quand même. Hein. C'est un beau moment que tu m'offres là. Hein. Bah, merci d'être là. Bravo. Merci beaucoup. Merci à toi. Bravo. Bon, bah à la tienne. À la tienne.
Quelle chance de terminer mon voyage dans un décor aussi sauvage. Je suis sur l'île du Grand Rouveau, une île déserte protégée par le Conservatoire du littoral, absolument extraordinaire. Alors ce que j'ai découvert sur ces petits bouts du monde, c'est qu'on peut vraiment se dépayser à quelques kilomètres seulement des côtes du sud de la France. Et je crois que c'est ce qui plaît tant à tous ceux qui m'ont accueilli. Leurs îles sont assez éloignées des lumières de la ville pour que chacun puisse vivre son idéal. Une vie de famille simple et en lien avec la nature, ou une existence alternative comme sur l'île du Levant, ou bien une spiritualité profonde. Si Marcus, Peggy ou le frère Marie vous manquent, vous pouvez retrouver mes échappées belles sur le replay. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et très vite pour de nouvelles aventures au bout du monde ou juste à côté de chez vous. À bientôt et bon vent!